Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des nouveaux espaces de travail. On en parle beaucoup sur ce plateau. Que veulent exactement les collaborateurs? On va faire le point dans quelques instants avec Alexandre Jost. Il est fondateur de la fabrique Spinoza. Les entreprises s'engagent, l'emploi et l'emploi des personnes handicapées, c'était la semaine européenne et on en parlera avec Thibaut Guilhuy qui est le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et puis un grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec Juliette Funès. Elle sort un livre, Le siècle des égarés, aux éditions de l'Observatoire. C'est un focus sur l'identité versus liberté. On reviendra évidemment sur tous ces enjeux qui impactent évidemment l'entreprise. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera de l'alternance au service de l'insertion professionnelle des jeunes. Et on en parlera avec Mathieu Cornietti, il est président d'Impact Partners. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des espaces de travail. Alors on a beaucoup parlé pendant le Covid et l'après-Covid évidemment. On réduit les espaces, on fait du flex-office, on fait du télétravail. On va essayer de faire le point à travers une étude passionnante. Alexandre Jost, merci d'avoir répondu à notre invitation et de revenir sur le plateau de Bismart parce que vous êtes un habitué de l'émission, fondateur et délégué général de la fabrique Spinoza. D'abord un tout petit mot sur la fabrique Spinoza pour qu'on se rappelle un tout petit peu ce que vous faites exactement et puis on va s'intéresser à cette étude de Factory qui eux sont des professionnels de l'espace de travail et il y a 8 points précis qu'on va développer. Vous faites quoi à la fabrique Spinoza? Nous on a une vision très simple, on pense que dans un monde de permacrise, puisque c'est un nouveau mot qu'on a découvert, en fait... Comme la permaculture. Exactement, donc c'est la crise puis la crise, il y a besoin de réenchanter et d'innover et on pense que la joie, le bonheur, l'épanouissement sont des prismes pour produire de l'innovation politique, économique et pour les citoyens, voilà. Vous vous êtes associé, alors il y a ce document extrêmement détaillé, on peut en avoir à la fois, on peut l'avoir en papier et en internet évidemment. C'est un document très détaillé sur les nouveaux espaces de travail et je le cite, le réengagement des collaborateurs au bureau. Qu'est-ce qui ressort? Il y a 8 points précis. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, ces collaborateurs? Là, vous avez trempé le thermomètre. On nous dit qu'ils veulent tous faire du télétravail. C'est pas si simple en fait. Non, c'est pas si simple. Moi, je pense qu'il faut repartir de comment les gens se sentent. Et moi, un chiffre qui m'a marqué au fil de cette étude en la produisant avec Factory, c'est qu'il y a quand même 45% des gens, des collaborateurs qui disent être durablement plus fatigués aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. Et ils disent fatigués mentalement et fatigués physiquement. Et donc pour moi, c'est la première tendance qui se dégage, c'est est-ce qu'on peut imaginer des espaces de travail qu'on appelle des bureaux santé. C'est un endroit qui prend soin en termes de lumière, en termes de végétalisation, en termes de bruit, en termes de concentration. Donc ça, c'est une tendance qui me paraît fondamentale. Et peut-être, rappelons aujourd'hui qu'il y a un article du Monde qui fait date de l'été dernier, qui dit qu'aujourd'hui, on a une grande majorité des DRH qui se sentent profondément préoccupés du burn-out et de, ce mot revient, la santé au travail. Donc on a besoin d'outils pour prendre soin de ça et les bureaux en font partie. Alors il y a un deuxième item mais qui est intimement lié, c'est d'adapter les espaces en fonction du travail que l'on fait. Il suffit d'aller dans des entreprises qui se sont un peu adaptées, on voit des box, on voit des petites cabines fermées, on voit des espaces plus larges. C'est ça, l'adaptation aux espaces de travail? Oui, à nouveau, nous, en faisant ce travail, on a découvert qu'on changeait de vocabulaire. On parlait avant de poste de travail. Aujourd'hui, on parle de situation de travail. Au cours d'une journée, et pareil pour vous, Arnaud, en fait, vous avez, selon les gens, entre 8 et 15 activités différentes. Et vous n'allez pas faire la même chose au même endroit. Enfin, une activité différente au même endroit. Et donc, le grand enjeu, c'est, on appelle ça, je ne vais pas jargonner, hein, mais activity-based working. Moi, je n'ai pas utilisé le mot exprès. D'accord. Je vous laissais le dire. Comme ça, c'est moi qui l'ai au propre. Eh bien, c'est d'adapter les espaces en fonction de l'activité qu'on réalise. Et ce qui est puissant, c'est de se dire que les gens, ils veulent se déplacer de chez eux pour aller à un endroit, s'ils travaillent dans des bureaux, qui est profondément adapté à ce qu'ils doivent réaliser, au point que les gens nous disent, eh bien, dans ces espaces-là qu'on appelle adaptés, hybrides, etc., eh bien, ils ressentent pour 60 à 70%
plus d'énergie, plus de satisfaction, plus d'engagement. Ils se sentent mieux. Juste un point, il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent qu'on est sur des secteurs du tertiaire, on est d'accord, Alexandre? C'est-à-dire qu'on touche une population, j'ai le col blanc, très digital native. Enfin, c'est quoi? C'est une niche ou ça concerne la majorité des Français? Je suis content que vous disiez ça parce que c'est vrai que on peut s'égarer et oublier de quoi la France est faite. Selon les estimations, on aurait entre 40 et 60% des gens qui sont en incapacité de télétravailler. Le chiffre est sans doute plus près de 40%. Et d'ailleurs, c'est un grand enjeu. C'est comment éviter une fracture sociale entre des gens qui auraient la capacité de travailler en hybride, qui auraient des bureaux qui ont été réaménagés, qui font qu'ils se sentent bien, mais quand même peuvent rester chez eux dans des belles bâtisses. Une sorte de lutte des classes en disant, mais regardez ce qu'on propose aux gens des bureaux, parce qu'on l'entendait ça dans les années 70. C'est ça, c'est probablement le nouveau combat. Et aujourd'hui, un DRH, je pense qu'il a la mission d'à la fois produire, concevoir et transformer des espaces pour que ceux qui y viennent se sentent vraiment bien et aient envie d'y revenir, s'y engagent, et en même temps faire attention aux exclus qui, eux, sont en risque de décrochage salarial, de qualité de vie. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la crise. Il y a deux termes que je trouve très intéressants. L'hyper-digitalisation, 6e point, et je l'associe au design biomorphique. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on s'inspire de la nature pour créer un esprit ruche. Enfin, je prends la chose la plus simple, mais c'est ça l'idée? C'est amusant parce que ces deux termes, ils sont à la fois opposés, digitalisé et végétalisé. Alors, digitalisé, c'est se dire, le digital offre de la flexibilité, mais il peut aussi être, pour le travail hybride, un soutien. Ça veut dire que le bureau vient augmenter, on y a des services, des applications, des conciergeries, etc., au point même d'avoir des petits gadgets qui permettent, par exemple, de savoir où se trouve son collègue, quel est le bon type de salle de réunion pour faire sa réunion en fonction du contenu même de la réunion. Donc ça, c'est important. Et puis, à l'opposé, se dire, on ne perd pas le vivant. On est des êtres humains en lien avec du vivant. Et donc c'est l'hybridation de ces deux modèles, de l'humain et du digital, qui fonctionne. Oui, en fait, on est en train de produire en ce moment une étude qui sera publiée en 2023 sur le digital vertueux. Et il faut voir le digital comme un enrichissement de la relation humaine plutôt qu'un substitut à la relation humaine. Il y a un peu de travail quand même sur ce sujet-là. Parce que pour faire entrer cela dans le cerveau des gens, beaucoup ont le digital avec eux et considèrent que c'est plus un fil à la patte qu'autre chose. Oui, et puis il y a ça, il y a cette question d'addiction. Et puis plus fondamentalement, il y a le fait que ça permette de la liberté qui désocialise. Aujourd'hui, on a 69 à 70%, selon les chiffres, de collaborateurs qui disent qu'ils ont perdu la capacité à créer du lien, de la convivialité à cause de la crise sanitaire en étant à distance. Et donc aujourd'hui, et c'est peut-être le dernier point le plus important, c'est se dire ces espaces, ils ont pour vocation à donner envie de revenir, à réengager, créer de l'ADN, mais surtout... Et à embaucher aussi. Embaucher. On ne le dit pas, parce qu'il y a un réengagé, mais il y a aussi ceux qui regardent et qui disent « Tiens, j'irais bien dans cette boîte ». Exactement. La tour à défense fait moins envie. Et surtout, recréer du lien humain. Et cette convivialité, elle est un ressort fondamental de notre épanouissement et aussi de la créativité et aussi de la performance. Voilà. Je ne veux pas qu'on se quitte avant quand même de parler d'un sujet économique qui est lié aux espaces et qui fait écho d'ailleurs à votre étude. C'est l'idée que l'entreprise se dit, il y a deux sources de coûts pour une entreprise. Il y a les salaires et puis il y a la location du bâti. Si si je peux réduire de moitié le bâti, moi j'ai gagné un peu d'argent. Alors Factory, ils sont forts là-dessus. Eux, ils disent, en tant qu'experts, ils disent attention, il ne faut pas dépasser les 15% de diminution de surface, parce que si on fait ça, justement, le fait d'avoir des espaces adaptés, on ne peut plus, et pour un chiffre qui marque, aujourd'hui, les demandes du marché sont plutôt de 60% d'espaces collaboratifs, informels, conviviaux, et 40% d'espaces individuels. Et pour permettre ça, il ne faut surtout pas céder à la tentation de trop diminuer son empreinte foncière. Oui, qui serait uniquement piloté par le directeur financier de l'entreprise. Exactement. Avoir une logique vraiment humaine d'accueil et de convivialité. Merci Alexandre Josse d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Arnaud. Fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza. Il y a plein de choses à lire sur la Fabrique. Et puis le dernier, c'est la Factory. Voilà, vous montrez-le face caméra à celle-ci. Voilà, voilà, on va vous récupérer. Voilà, ça y est, on a le document. Merci Alexandre. On tourne une page, les entreprises engagées. Et comme chaque mois, on accueille Thibaut Guilluy, le haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. On va parler handicap avec lui dans quelques instants.
Les entreprises s'engagent comme chaque semaine et comme chaque mois, on accueille Thibaut Guilluy. Bonjour Thibaut, ravi de vous accueillir. Vous êtes là chaque mois pour parler d'un certain nombre de sujets qui sont liés évidemment à l'engagement de ces entreprises. Vous êtes le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Aujourd'hui, on fait un focus sur cette semaine du handicap, dans lequel les entreprises s'engagent sont évidemment partie prenante. Ça commence aujourd'hui, ça se terminera dimanche 20 novembre 2022. Est-ce que d'abord, comme ça, pour resituer, faire un petit peu de macro, est-ce que la France fait partie des bons élèves sur cette question de l'inclusivité et de l'insertion des personnes handicapées sur les lieux de travail ? Bon, c'est toujours difficile de s'amuser à faire des classements d'un pays à un autre, parce qu'en plus de ça, ça touche à des enjeux de développement économique, de situation de l'emploi, mais aussi culturel, d'historique, etc. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que à la fois il y a du chemin qui est fait et clairement il en reste beaucoup à faire. Par exemple, sur l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, on peut d'un côté se réjouir que depuis 5 ans, sur les 5 dernières années, les actions différentes qui ont pu être conduites par les pouvoirs publics et puis évidemment aussi par la mobilisation des entreprises aient permis de faire baisser le chômage de 19% à 13%. On est passé en dessous de la barre des 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. On est aujourd'hui à 460 000. Maintenant, s'il y a une mobilisation si forte, et la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap est une occasion de mettre en lumière à la fois tout ce qui est fait et puis tout ce qu'il faut absolument amplifier, parce que 13% de chômage, ça veut dire qu'il y a encore une inégalité forte des personnes en situation de handicap vis-à-vis de l'emploi. C'est d'ailleurs le premier critère de discrimination, le handicap, dans l'accès à l'emploi quand on écoute les statistiques du défenseur des droits. Alors, taux de chômage 2 fois plus élevé que la population générale, et on reviendra évidemment sur cette situation parce qu'il y a des problèmes d'adaptabilité d'un certain nombre de postes. Faisons quand même un focus, parce que vous êtes souvenant, et vous êtes venu d'ailleurs en plateau nous présenter cette communauté des entreprises s'engagent, qui grossit de mois en mois. Alors, je ne vais pas m'aventurer à redonner un chiffre, parce qu'il a évolué depuis notre dernière rencontre. Plus de 100 clubs départementaux qui sont impliqués dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer là ? Quel est le déploiement de ces clubs départementaux ? D'abord, au-delà de la semaine, c'est d'abord une action qui se fait au quotidien, durable, je dirais, jour après jour et pendant toute l'année. Donc, avec les entreprises s'engagent, et les plus de 70 000 entreprises désormais c'est votre chiffre. engagées dans le réseau, effectivement, ça monte fortement en puissance parce que les entreprises prennent conscience que s'engager, c'est donner du sens évidemment pour leurs projets, pour leurs collaborateurs, mais c'est aussi avoir de l'impact. Et s'engager dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, de plus en plus de chefs d'entreprise comprennent que c'est à la fois une nécessité et une opportunité. Une nécessité, c'est d'abord une obligation, l'obligation de l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Chaque entreprise, on peut le rappeler, sont tenues de recruter ou de faire travailler au moins 6% de personnes en situation de handicap. D'une manière directe ou indirecte, d'ailleurs. On peut faire appel aussi à des centres spécialisés. Enfin, c'est assez technique. Exactement. Enfin, vous pouvez et c'est la priorité. Et, honnêtement, c'est ça qui est le plus important, c'est que chaque entreprise recrute, intègre, maintient dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans leurs propres équipes, mais elles peuvent aussi recourir à des ESAT, à des entreprises adaptées, à des acteurs qui vont permettre le temps d'un rebond, le temps d'un tremplin, le temps d'une adaptation à des personnes en situation de handicap de pouvoir travailler. Donc direct et indirect. Ce qui est important pour nous, c'est quoi ? C'est agir. Et donc pour agir, d'abord il faut avoir conscience du sujet. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les entreprises s'engagent l'ensemble des outils pour sensibiliser vos collaborateurs et pour pouvoir passer à l'action de cette sensibilisation. Je pense aux immersions professionnelles, je pense aux questionnaires de positionnement que vous allez retrouver sur le site. Ensuite, recruter inclusif.
vous avez l'alternance, l'apprentissage. Vous savez, on a recruté plus de 700 000 apprentis l'année dernière et on est en passe de dépasser encore cet objectif cette année. Mais seul 1% des apprentis en France sont en situation de handicap. Je rappelle que nous avons levé toute condition d'âge et que vous pouvez recruter des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, quand c'est en alternance. C'est du très concret. Vous êtes aidés pour ça et c'est une vraie opportunité pour pouvoir inclure des personnes. Quelques éléments factuels qui sont intéressants pour ceux qui nous regardent, parce qu'il n'y a pas que des Parisiens qui nous regardent, mais toute la France et partout dans le monde d'ailleurs, parce qu'on peut nous voir sur Internet. Un job dating dédié aux personnes en situation de handicap, c'est important. En Loire-Atlantique, ça sera le 17 novembre. C'est ça. Je cite cette date parce que la Loire-Atlantique et votre club départemental est un des pionniers, un des plus actifs, j'ai envie de dire. Oui, alors... très actif. Honnêtement, il fait partie des clubs très actifs, mais je ne veux pas éliminer les autres parce que voilà, c'est pas droit. On a plus d'une cinquantaine là, qui vont monter des actions diverses et variées. Je pense aussi au club de Paris d'ailleurs qui invitera énormément d'entreprises à partager en fait les meilleures initiatives qui ont le plus d'impact dans leurs projets. Vous savez, c'est ça l'esprit des entreprises s'engagent, c'est que ce soit les entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs pour pouvoir aller plus loin. Je pense aussi au club de l'Ain qui va organiser aussi une très belle rencontre, réunir aussi les entreprises et passer tout un tas de clés très pratiques, des témoignages très pratiques pour pouvoir passer à l'action. Il y a des sujets aussi sur les achats, parce qu'on parle beaucoup de recruter, mais avec les achats inclusifs, vous avez en main un levier incroyable aussi pour pouvoir faire travailler plus de personnes. Acheter dans les ESAT avec des produits fabriqués dans les ESAT. Exactement. Et l'esprit des entreprises s'engage, c'est pas juste de dire ça serait bien que, mais c'est de donner les outils concret pour chaque entreprise. Je vous invite à rejoindre le marché de l'inclusion sur lequel vous allez retrouver les milliers de prestataires spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour développer de la co-traitance et des partenariats achats inclusifs. C'est du concret. Il y a déjà des milliers d'acheteurs qui utilisent le marché de l'inclusion. Rejoignez-les. C'est facile et ça a de l'impact. Merci Thibaut Guilluy, merci d'être venu sur notre plateau au commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises pour cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Ça a commencé lundi et ça se poursuivra dimanche. Allez sur le site Les entreprises s'engagent pour justement aller voir l'ensemble des actions concrètes menées par tous ces clubs départementaux très engagés. Et il n'y a pas que le club nantais évidemment engagé, cela va sans dire. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet passionnant, l'identité. C'est un thème traité par Julia de Funès à travers son dernier livre, Le siècle des égarés, l'identité et la difficulté pour les entreprises aussi de pouvoir gérer ces différentes identités. Sujet philo, mais très concret. On en parle avec Julia de Funès, elle est philosophe et on l'accueille pour le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Julia de Funès. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous êtes déjà venu nous rendre visite il y a quelques mois. Régulièrement. Saison précédente. Votre dernier livre passionnant, Le siècle des égarés, édition L'Observatoire. Alors d'abord, pour commencer par le début, vous avez beaucoup parlé RH, vous avez beaucoup parlé entreprise. Alors celui-ci, il est lié, mais ce n'est pas un livre sur les RH, on est bien d'accord. C'est un livre de philosophie autour de l'identité. Oui, c'est-à-dire que celui-ci est moins axé sur l'entreprise, même si on retrouve des problématiques très business dedans. Mais en revanche, les autres étaient aussi liés à l'identité. La comédie inhumaine que j'avais coécrite avec Nicolas Bouzou jouait sur justement la théâtralité humaine qui se joue dans les organisations. Le développement impersonnel, c'était aussi sur le sujet du moi, du devenir soi. Donc en fait, le thème de l'identité, c'est mon thème fondamental. Et là, effectivement, je m'éloigne un tout petit peu de l'entreprise parce que je prends plus à bras le corps cette thématique-là. Hegel, Spinoza, Bergson sont des auteurs que vous citez. Si je veux résumer, il faut le lire ce livre, mais c'est l'universalisme mis en miettes, morcelé par des identités. C'est un danger. C'est ce que je critique. Voilà, exactement. C'est pas du tout ce que je défends. Les égarés, le siècle des égarés. Pourquoi j'ai appelé ça le siècle des égarés ? En gros, c'est parce que je trouve que le 21e siècle est celui de l'effervescence identitaire. On juge tout à hauteur d'identité. Les communautarismes se renforcent comme jamais. Le développement personnel, la narcissisation du moi sur les réseaux, on voit que le moi prend une ampleur considérable. Donc on vit une sorte d'effervescence identitaire. Or, pour moi, l'identité égare plus qu'elle n'oriente. Elle égare à 3 titres, très rapidement. Collectivement, on voit que les idéologies
les revendications identitaires basculent très vite vers des idéologies intransigeantes. Il peut y avoir des causes légitimes, je ne renvoie pas tout d'un revers de manche, mais ça peut aussi très vite basculer donc vers des communautarismes. Des communautarismes qui sont parfois très fermés, très intransigeants. Au niveau individuel, je trouve que l'identité peut éloigner de soi-même. Quand on cherche, quand on est dans une quête identitaire, parfois on rentre dans un rôle, dans une posture, dans un archétype, on veut ressembler à, et résultat, on joue à être plus qu'on est vraiment. Donc l'identité peut paradoxalement nous dissimuler à nous-mêmes. Et philosophiquement, c'est un concept, l'identité, qui ne tient pas la route. C'est ce que vous dites, c'est très flou. Voilà, c'est très flou, c'est très flottant. Si vous essayez de définir l'identité... c'est le début du livre, oui. Dans le livre, à dire, souvent on dit c'est un corps, c'est la culture, l'enracinement, l'histoire, rien ne marche. Donc, si vous voulez, hasardeuse très conceptuellement, factice parfois individuellement, dangereuse collectivement, je déconstruis cette notion et je trouve que c'est par d'autres expériences qu'on aboutit, qu'on parvient au sentiment de soi-même et au sentiment d'un nous collectif. Alors Juliette Funès, page 70, dans le chapitre « Une vie truquée », vous dites, en parlant d'un conformisme identitaire, combien de jeunes, je cite, plus bourgeois, sont actuellement tentés pour se convaincre d'être quelqu'un et quelqu'un de bien, de jouer les sages de 16 ans et demi, en incarnant avec gravité la conscience écologique, jusqu'à refuser en toute magnanimité leur diplôme de formation, participant selon eux au ravage écologique en cours et en se glissant dans la peau de jeunes responsables, ils ont 16 ans et demi, partisans de la frugalité volontaire, des toilettes sèches et de la douche solaire. On comprend mieux là les égarés. Non, oui, mais c'est un archétype parmi d'autres. Mais maintenant, il y a un rôle au XXIe siècle qui est celui du jeune écolo responsable. Ça ne veut pas dire ceux qui bloquent les périphes, les autoroutes. À prendre en compte, bien sûr, que l'écologie est un sujet, mais il y a une tendance à rentrer dans ce rôle. Ça fait bien, et puis on s'engouffre dans cette posture. Est-ce que c'est vraiment une identité ou une authenticité? C'est toute la question que je pose. On reviendra à la philo parce que vous dites justement qu'il y a un débat autour de la liberté qui s'oppose aux identités, qui détruit finalement notre universalisme, notre capacité à vivre ensemble. Mais pour faire rebond à l'entreprise, parce que nous, on a des RH régulièrement sur ce plateau qui nous parlent exactement de cette génération-là, cette génération Z, et qui challenge l'entreprise et qui pose d'énormes problèmes à l'entreprise. Elle ne sait pas comment faire. Oui. Parce que le sens de l'entreprise a complètement changé pour notamment les plus jeunes générations, mais même pour les plus anciennes maintenant. C'est-à-dire que si hier encore, il y a quelques années, l'entreprise pouvait constituer une finalité en tant que telle, on rentrait à Canal+, à TF1, SNCF, ça faisait sens. C'était un gage, une garantie de valeur, de carrière. Aujourd'hui, si toutes les entreprises ont des problèmes d'attractivité et de recrutement, c'est parce que l'entreprise ne fait plus sens par elle-même. Elle n'est plus du tout une finalité, elle ne constitue plus un sens par elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que l'entreprise retrouve du sens, et notamment pour les plus jeunes générations, il faut qu'elle concède à n'être qu'un moyen au service d'une cause plus grande qu'elle-même, une cause sociale, sociétale, environnementale, tout ce que vous voulez. Mais si elle se pense encore comme une finalité, elle perd tout son sens. Si elle se pense paradoxalement comme un moyen, elle retrouve une certaine forme d'attractivité. On en est où là? Elle est en mutation, l'entreprise? Elle est en train de se transformer? Je trouve qu'elle est en train de beaucoup. Je suis quotidiennement dans les entreprises. Tous les dirigeants, toutes les entreprises se posent la question de leur raison d'être, de leur mission. Elles sont en plein questionnement. Mais quand même, pour répondre aux identités, ça répond à votre livre. C'est-à-dire que certains disent, mais vous n'êtes pas assez écolo, vous vous engagez pas assez sur l'inclusion. Ça, c'est des questions d'identité qui viennent percuter l'entreprise. Exactement. Et l'entreprise, c'est ça le danger, la dérive, c'est qu'elle s'engouffre dans ces mouvements-là parce que ça donne une bonne conscience morale, parce qu'on a l'impression d'être une entreprise responsable quand on se préoccupe de ces problématiques qui doivent être évidemment considérées, mais elles ne se rendent pas compte parfois qu'elles basculent dans l'édification de labels identitaires intransigeants et qu'on peut comprendre cette logique et ces mouvements identitaires, mais ce n'est pas une raison pour basculer à pieds joints dans ce qui peut flirter avec l'idéologie aussi. Alors, il y a un débat autour du citoyen libre, en pleine conscience, du citoyen qui s'est transformé en objet. Vous citez un philosophe qui s'appuie et qui s'inspire de Hegel. On serait tous finalement devenus des objets. C'est ce que vous dites finalement quand on est sur Internet et qu'on s'identifie et qu'on crée... Alors l'identité a une tendance effectivement à réifier l'individu, à chosifier. Réifier, ça veut dire quoi d'ailleurs réifier? Réification, c'est chosifier. D'accord, parce que vous l'utilisez beaucoup ce mot. C'est un mot peut-être philo, mais en tout cas c'est chosifier. Je veux ressembler à l'auteur, là je joue mon rôle. Je me chosifie dans mon rôle de conférencière, auteur. Je joue pleinement mon rôle. Mais si je crois à mon rôle, là je suis de mauvaise foi, comme dit Sartre, c'est-à-dire que je me mens à moi-même. Parce que je suis une conscience humaine et que je ne peux pas
pas être chosifié comme une chose, comme un micro est un micro une bonne fois pour toutes. Je suis une conscience, donc là je me vois vous parler, je suis en dédoublement permanent. Donc c'est se mentir à soi-même que de croire qu'on peut correspondre, coïncider pleinement avec le rôle qu'on incarne. Bien sûr que nous sommes une multiplicité identitaire, un kaléidoscope identitaire, et c'est pour ça que l'identité a tendance vraiment à rabougrir l'individu et à le chosifier, à le solidifier dans une essence qui ne va pas avec l'existence humaine. Vous évoquez philosophiquement ce qu'est la liberté, ce qu'elle doit être d'un point de vue d'un homme, au niveau d'un homme, mais je ne sais pas si vous avez réfléchi aux solutions. On va vers où ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce morcellement, pour arriver à une société structurée et finalement à un vivre ensemble acceptable ? Oui, pour moi, c'est sortir, atténuer un peu. J'essaye de prendre toutes les problématiques sociales. Et si on enlève la problématique identitaire, l'appel identitaire de ces problématiques-là, on arrive à une plus grande harmonie sociale et une plus grande liberté. Parce qu'effectivement, c'est un plaidoyer pour la liberté, ce livre. Clairement. Seule la liberté permet à un être d'exister. J'avais cru lire Gaspard Koenig à certains passages, qui défend cette liberté-là. Mais oui, il y a certainement des passerelles. Et dès qu'on est dans la défense de liberté, de la liberté, on me retrouve de toute façon. Et on retrouve Gaspard. Donc oui, bien sûr. Oui, donc pour moi, c'est vraiment éviter le piège de l'identitarisme qui est à l'œuvre dans chaque drame collectif, dans chaque naufrage individuel. Et ce que je propose comme solution, c'est qu'évidemment, on ne peut pas tout rejeter de l'identité. Ce qu'on peut conserver, c'est le désir de devenir soi, le sentiment de soi et le sentiment d'un nous. Mais pour moi, ce sentiment de soi et le sentiment d'un nous, ils sont accessibles par autre chose que l'assignation identitaire. Quand est-ce que vous vous sentez vraiment vous-même ? C'est quand vous agissez à partir de vous-même, que vous êtes libre. Dans l'action. C'est pas quand vous ressemblez au journaliste, à l'animateur, forcément. Et quand est-ce que nous avons le sentiment d'un nous, d'un collectif ? C'est très important pour l'entreprise aujourd'hui. Elle se pose sans cesse cette question-là. C'est cette question qui lui est posée. Et pour moi, c'est certainement pas en marquant des valeurs, une identité de l'entreprise qui ne rassemble personne. Donc vous trouvez qu'elle fait fausse route finalement ? L'entreprise a trop plié le genou sur ces questions d'identité, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je pense que c'est une impasse et que quand est-ce que nous faisons corps, à chaque fois vous remarquez qu'il y a une émotion à l'origine du collectif. Oui. La conscience d'un risque, la peur est évidemment malheureusement une des meilleures émotions pour souder. Quand notre pays est en guerre, là la nation est unie. Donc je ne crois pas qu'il faille, au niveau du pays, c'est exactement la même chose. L'identité nationale est indéfinissable. Je vous demande ce que c'est que l'identité de la France. Rappelez, il y a un ministère. Le château de la Loire, le gaullisme, la tour Eiffel. Vous pouvez me trouver 1000 choses. Donc c'est trop disparate, c'est pas définissable. C'est pour ça que je pense que l'union nationale est absolument nécessaire et possible, mais à partir d'une émotion. Ça peut être le danger, ça peut être la fierté. Quand on entend la Marseillaise, on peut être sensible à et ça peut éveiller un sentiment d'appartenance. Donc je crois beaucoup plus à l'émotion qu'à l'identité ou qu'à l'étiquette pour souder les équipes et pour souder un pays. Je fais une petite parenthèse, parce que dans votre livre, vous évoquez le profil des consultants, là, qui jouent aussi leur rôle de consultants, et vous évoquez aussi, je trouvais ça passionnant, peut-être d'abord parce que je suis père de famille, le rôle du papa. Le papa cool. Le papa cool. Est-ce qu'il n'y a pas, en allant très profondément sur ce sujet, par rapport à ces jeunes dont vous parliez, de 16 ans et demi qui refont le monde, est-ce qu'il n'y a pas un problème comme ça d'autorité, de lien au père, qui fait que le papa cool, il crie plus, il met plus une petite tape aux fesses, il bouge plus, il est super sympa. On croise tous des papas cool au supermarché. C'est exactement ça. C'est exaspérant dans le papa cool. Et on sent que ça vous agace, le papa cool. Je l'aime bien, le papa cool, parce qu'il est moins autoritaire, il est moins... Je suis pas pour le papa des années 50-60, bien sûr qu'il a du bon. Mais trop cool, quoi. Mais à un moment, quand même, je crois que ne pas avoir d'autorité vis-à-vis de ses enfants, ça mène à des désastres, les enfants rois qui sont terribles. La perte d'autorité... Mais ceux qu'on retrouve dans l'entreprise, excusez-moi. C'est-à-dire que quand on n'a plus de papa qui met de l'autorité, on a un manager qui vous donne un ordre. J'essaie de faire un petit peu... Et en fait, on a un jeune en face qui dit, mais il n'a pas à me parler comme ça. Le papa cool se transforme en manager bienveillant. C'est l'équivalent en entreprise, si vous voulez. Il y a le miroir, là. Il y a le miroir. Mais bien sûr qu'il y a du bon là-dedans, mais la perte d'autorité est une catastrophe dans tous les niveaux. Au niveau de l'entreprise, vous avez bien vu que l'entreprise libérée à grande échelle, ça ne marche pas. Sans autorité, ça ne marche pas. L'école... Vous n'y croyez pas, l'entreprise libérée ? Dans le modèle où il y a... Bien sûr, il y a eu du bon. Mais ce n'est pas un modèle qu'on peut appliquer à des... Vous imaginez Air France ou la SNCF en entreprise libérée ? Déjà, en entreprise normale, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Ou elle est très, très libérée, la SNCF. Oui, très, très libérée. Donc non, je ne crois pas à ça. L'école sans autorité, vous voyez à quel niveau on est arrivé. Le président normal sans autorité, pour moi, ce n'était pas non plus un grand succès. L'erreur du président normal. L'erreur du président normal. Les Français ne voulaient pas entendre un président normal.
Donc la perte d'autorité est catastrophique. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme, hein. L'autorité, c'est vraiment quelque chose qui augmente, augere en latin, qui augmente l'autre. C'est pas de l'autoritarisme. Quand je suis autoritaire avec mes enfants, c'est que je sens que je perds toute autorité. Donc il faut bien que je crie, que je sois plus autoritaire. Ouais, on a perdu la partie. C'est vraiment l'opposé. Ouais. C'est très bien d'avoir perdu l'autoritarisme, mais c'est dommage d'avoir perdu l'autorité. Mais j'y reviens parce que vous êtes toujours un pied dans l'entreprise et dans ce livre autour de la philosophie, et c'est passionnant. On a des managers qui disent aujourd'hui, moi je suis perdu, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin de formation, j'ai besoin qu'on m'aide, parce que je ne sais plus faire ce métier-là. C'est intimement lié à ça aussi. Il a face à lui des gens qui revendiquent leur identité sexuelle, de couleur, ethnique. Exactement. Et il est perdu, ce manager. C'est très difficile. Moi, je vois aussi tous les jours quotidiennement des managers perdus, c'est-à-dire qu'ils n'osent plus agir à partir de ce qu'ils pensent être bon, parce qu'en face, c'est la tyrannie identitaire. C'est-à-dire que la moindre offense, la moindre remarque peut être comprise comme un préjudice, puisque vous touchez à l'intégrité de ma personne. Donc c'est la guerre de tous contre tous, c'est vraiment la mortification sociale, et je crois qu'il faut revenir à du bon sens et surtout ne pas s'enfermer dans ces idéologies, ces revendications identitaristes qui basculent vraiment et qui rendent l'individu très prisonnier de lui-même. Est-ce que vous ne prenez pas le risque, Juliette Funès, qu'on dise, mais regardez, c'est le monde d'avant, l'autorité, face à un monde qui est en mouvement permanent, très numérisé, très moderne, et qui est une forme de jeunisme par rapport à un discours qui pourrait être considéré comme un discours un peu vieux jeu. Écoutez, oui. Vous assumez ça? Moi, j'assume les idées auxquelles je crois et qui me semblent plus justes et meilleures pour l'harmonie sociale et pour la liberté de l'individu. Donc, si la liberté est quelque chose de ringard, oui, je suis ringarde. Si l'identité est quelque chose de progressiste, je ne veux pas être progressiste, mais je crois que l'avenir, de toute façon, est impossible sans liberté. Seule la liberté permet à un être d'exister et de ne pas se chosifier, de devenir un exemplaire. Seule la liberté permet à un mode de gouvernement, la démocratie, de persister, puisque la démocratie n'est pas fondée sur l'identité, que je sache, mais sur la liberté. Donc je crois que la liberté est de toute façon l'avenir indépassable. Donc il y a une mode identitaire, mais je crois que de toute façon la finalité, alors je suis peut-être ringarde maintenant, mais je serai à l'avant-garde plus tard, parce que l'identité me semble la finalité indépassable. En avant-garde, avant de nous quitter, il nous reste peu de temps, mais vous aviez soulevé le développement impersonnel, et c'est vrai que vous aviez été parfois très dur, très critique à l'égard des coachs, qui renvoyaient à cette question-là. C'est-à-dire qu'on individualise l'accompagnement. Oui. Est-ce que vous avez évolué sur ce sujet? Est-ce que vous dites, après tout, on peut hybrider? Alors, ces managers ont parfois besoin d'un accompagnement individuel. J'ai évolué au sens où je n'ai pas été assez sévère dans mon livre. C'est-à-dire que... J'en étais sûre. Et qu'est-ce que je critiquais dans le développement personnel? C'est que ça se veut être un enjeu identitaire du devenir soi. Or, il n'y a rien de plus impersonnel que le développement personnel, puisque vous lisez un livre qui prétend s'adresser à votre moi le plus intime, et il s'adresse à des millions d'autres lecteurs. C'est vrai. Donc, pardonnez-moi, mais en termes de subjectivisation, il me parle, mais il parle à des milliers. Il n'y a pas pire. Donc non, j'ai pas été assez sévère. La mode continue, mais bon, elle perd un peu de son crédit. Les coachs ont perdu beaucoup de leur crédit parce que, encore une fois, ça manque de rigueur dans les formations, ça manque de rigueur dans l'approche. Il y a des chercheurs, des penseurs qui évoquent aussi l'impact du numérique. Avant de nous quitter, oui. On voit quand même que cette notion d'identité et le fait qu'elle ait progressé est intimement lié à l'émergence du numérique. C'est-à-dire que sans le numérique, il n'y a pas cette capacité à exister. Oui, exactement. C'est une capacité à exister, et c'est très représentatif. Ça illustre parfaitement mon livre, l'exemple des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'identité, quand vous avez votre identité affichée, vous vous contenez encore. Quand vous avez un pseudo, ce qui est quand même l'anonymat des réseaux sociaux est un gros problème, vous vous lâchez complètement. Donc vous voyez que l'identité peut vraiment figer l'individu, l'empêcher d'être lui-même, et les réseaux sociaux illustrent à merveille ce paradoxe. Dernière question avant de nous quitter. Est-ce que notre société, et notre corps social, notre corps économique, à travers cette problématique que vous soulevez des égarés dans votre livre, est en danger? Est-ce que nous sommes en danger? Moi, je trouve que le plus grand danger, c'est cette logique identitaire qui mène l'un contre l'autre. C'est-à-dire que les revendications identitaires se crispent, la ferveur identitaire se renforce au point d'aboutir parfois à une mortification sociale et à un ébranlement des principes universalistes républicains, liberté, égalité, fraternité. Donc ça, pour moi, c'est un énorme danger. Et comme l'universalisme aujourd'hui n'est plus capable de se défendre par lui-même, il a perdu de son prestige, il a perdu de sa puissance, un des moyens pour le renforcer, que j'ai trouvé très modeste, je le concède volontiers, c'est d'ébranler la notion sur laquelle reposent tous les mouvements revendicateurs, qui est celui de l'identité. On n'a plus le temps, mais
Ça veut dire qu'il faut individuellement, là c'est le cas de le dire, prendre chaque jeune de 16 ans et demi, que je citais tout à l'heure, parce que c'est un exemple que je trouve assez probant, on les voit dans l'actualité, et c'est avoir un échange philosophique avec lui. Comment on fait pour lui faire prendre conscience qu'il s'est égaré, puisque c'est le siècle des égarés? Alors, l'identification peut avoir des vertus, on peut se construire aussi par identification, mais la philo n'a pas de vertu, c'est pas du coaching, c'est pas du développement personnel du tout. Ouais. Mais je crois que la vie montre, en vieillissant, on se rend compte que les identités dans lesquelles on s'est engouffré sont assez factices. Et en vieillissant, on se rend compte, malheureusement, parfois un peu tard, qu'on a joué à être, qu'on a vécu à la surface de soi-même. Et c'est dommage. Si ce livre pouvait faire prendre conscience le plus tôt possible qu'il faut être soi-même, avoir le courage d'être soi-même, oser l'aventure d'être soi-même le plus tôt possible, c'est tout. Mais j'ai cru que vous me parliez des 68 arts dans votre livre, parce que c'est le débat qui leur a été posé 30 ans plus tard. C'est un plaidoyer pour la liberté. Ben oui. C'est vrai, il y a quelque chose des années 68. Mais... Ils jetaient des pavés en 68 et puis dans les années 2000, ils étaient devenus chefs d'entreprise ou PDG. Oui, exactement. Donc là, je trouve qu'il faut réouvrir un peu les possibles et se déprendre de l'identitarisme. C'était passionnant de vous accueillir sur le plateau. Moi, je vous remercie. C'est rare d'avoir le temps de parler, donc vraiment merci. En plus, vous avez lu mon livre, c'est formidable. J'ai lu votre livre, tout est corné. Juliette Funès, merci. Le siècle des égarés, votre dernier livre, édition de l'Observatoire, plaidoyer pour la liberté, ça vous va? Exactement, ça me va très bien. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec notre invité sur Fenêtre sur l'emploi et on parle de l'alternance. Fenêtre sur l'emploi et on parle de l'alternance qui est un outil au service de l'insertion professionnelle des quartiers, des jeunes des quartiers de banlieue, pour le dire très directement. Et on accueille Mathieu Cornietti. Bonjour Mathieu. Bonjour. Président d'Impact Partners. Vous êtes totalement impliqué sur cette question de l'insertion professionnelle de ces jeunes des quartiers populaires qui peinent parfois à accéder à l'emploi ou à l'alternance. D'abord, un petit mot sur votre engagement et Impact Partners. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, Impact Partners, c'est une société de gestion. On a deux activités. Une activité d'investissement, c'est-à-dire qu'on investit dans les entreprises qui vont générer des performances financières et des performances sociales. Mais nos propres souscripteurs veulent plus. Ils veulent qu'on anime un écosystème et c'est pour ça qu'on a lancé des événements focalisés sur des populations fragiles. 16 septembre, BPI France, Jeunes des quartiers, et récemment La Courneuve. Exactement. Ça, de manière très concrète, ça veut dire que BPI France, qui est un de nos souscripteurs, est aussi un partenaire pour organiser des face-à-face avec des jeunes qu'on a coachés, qualifiés, qui répondent aux besoins de RH, de grands comptes, qu'on a là aussi amenés à aller sur des terrains qu'ils connaissent moins. Ça, c'est intéressant parce qu'au départ, vous êtes un fonds, enfin, vous accompagnez ces entreprises, mais vous changez de rôle, changez de casquette et vous dites à ces entreprises, mais ouvrez les yeux, ouvrez-vous vers cette jeunesse qui a du talent, qui a des diplômes et qui est compétente. Exactement, mais ça, c'est notre histoire. Vous nous dites, on est investisseur. En vrai, vous avez employé le terme d'accompagnateur. Oui. On accompagne financièrement et humainement ces entreprises, ces entrepreneurs, parce que finalement, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est évidemment de capital pour accélérer, mais c'est aussi du capital financier et du capital humain. Bien sûr. Très concrètement, qu'est-ce que vous disent à la fois ceux que vous avez coachés, qu'est-ce qu'ils deviennent, et est-ce que lorsque vous avez fait un bon travail d'accompagnement, ces jeunes ont un emploi et accèdent à l'alternance? Quelques chiffres, chez BPI France, puis à La Courneuve, chaque événement, c'est environ une trentaine de RH qui rencontrent 80-90 jeunes habitant un quartier de la politique de la ville. Très concrètement, ils parlent au RH et ils échangent. Très concrètement, ce sont des jeunes, quand vous allez chez BPI France, boulevard Haussmann, c'est la première fois qu'ils ont un entretien. C'est la première fois pour certains qui viennent à Paris, qui vont rentrer dans un univers qui n'est pas le leur, parce que ça ne ressemble pas à l'éducation nationale, qu'on soit très clair. Il y a de la moquette, c'est beau. C'est un peu une claque, pour le dire simplement. Ouais, c'est une claque. C'est une claque. C'est une claque, mais c'est une claque qui les booste. Ça va les booster, ça va surtout leur être utile pour toute leur vie professionnelle, parce qu'en 2-3 heures de leur temps, ils vont pouvoir rencontrer 4-5 RH de grands comptes, et cette expérience-là, pouvoir se vendre en 10 minutes, ça leur sera utile demain, mais aussi dans 10 ans. Comment ils s'en sortent concrètement? Parce que vous accompagnez, vous êtes là, vous organisez avec BPI ou avec d'autres acteurs. Comment ça se passe, cette rencontre? Des deux côtés d'ailleurs, parce que le DRH doit aussi... comment ça marche? Alors, ça marche... Ça match?
Ça match, exactement. On fait des matchs, on l'a même appelé du dating. C'est ça. Puisque l'enjeu, c'est que ce soit efficace pour les RH. Les RH, ces recruteurs viennent, ils ont un temps qui est limité, c'est leur monde professionnel, et il faut que les rencontres correspondent à leurs besoins. Sinon, ça s'appellerait du mentorat. On n'est pas dans une logique de mentorat. En face, il y a des vraies offres. Donc, on va qualifier les offres de ces entreprises. Je pense à Vivendi qui était présent à La Courneuve. Voilà, 3 recruteurs présents et avec aux côtés d'une dizaine de grands groupes aussi et d'employeurs locaux. Ça aboutit à quoi finalement? Prenons le cas de Vivendi. De l'alternance, il y a un suivi, vous savez exactement, entre le nombre de jeunes qui ont poussé la porte et ceux qui vont... On a un suivi. Alors, on n'a pas encore les résultats parce que là, c'était il y a 2 semaines, donc les process sont toujours lancés, exactement. Par contre, ces 3 RH ont dû rencontrer une quarantaine de jeunes à La Courneuve. Et ça, c'est l'autre enjeu, c'est du côté de ces jeunes qui en veulent. Ceux qui ont envie de rester dans leur lit restent dans leur lit. Les décrocheurs qui ne souhaitent plus avancer, qui continuent à décrocher. L'enjeu principal, c'est que vous avez dans les quartiers des jeunes qui ont envie de rencontrer des recruteurs, ont envie d'accélérer. Et vous l'avez évoqué, l'alternance, c'est un fabuleux moyen pour s'insérer quand financièrement, on n'a pas tous les moyens des autres. Pour payer l'école. ESG, un mot, parce qu'on parle souvent de RSE sur notre plateau à travers des ressources humaines et des DRH qui nous évoquent ces 3 lettres, cet acronyme, responsabilité sociale ou sociétale et environnementale, c'est le 3e. L'ESG, parce que là c'est un débat de ESG, c'est-à-dire qu'on voit que vous êtes au-delà de votre rôle là. Exactement. Alors Impact Partners, on s'est lancé il y a maintenant 15 ans pour associer une performance financière à une performance sociale avec un focus quartier de la politique de la ville. Aujourd'hui, on gère plus de 350 millions d'euros. On est un leader européen sur ces sujets qu'on appelle l'impact investing. Il se trouve qu'aujourd'hui, comme vous le signalez, ESG, c'est la devise de tous les investisseurs. C'est devenu une norme. C'est le RSE versus finance. Exactement. Voilà, exactement. La seule chose, c'est qu'il y a 20 ans, je pense que le monde financier était sûr que le G de gouvernance était bien un enjeu pour une vraie performance financière. Une bonne gouvernance, bonne performance financière. Il y a 10 ans, puis avec les accords de Paris, on s'est dit que le E, finalement, des bons enjeux environnementaux bien intégrés, ça générait du TRI, de la performance financière. Le parent pauvre de tout ça, c'est le social. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est au moment du social, parce que... ce que vous faites, parce que vous attrapez la lettre S, là. Exactement. Nous, on est focalisé sur le social, sur le S, et on ne peut pas le laisser de côté. Il y a des scandales. On peut évoquer un grand groupe de maisons de retraite, on peut aussi évoquer un grand groupe de call centers. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça à ignorer le S. Merci, vous n'avez pas cité les marques? Non. Par prudence? Non, parce que je pense qu'il y a plein d'autres entreprises qui rencontrent ces difficultés, les prennent pas forcément de la meilleure des manières, et ça ne sert à rien de taper toujours sur les mêmes. Merci à vous pour l'action que vous menez au-delà du simple travail d'investisseur sur l'accompagnement de ces jeunes. Impact Partners, allez sur le site, il y a, j'imagine, d'autres data ou de speed dating face à des DRH. Allez jeter un œil, ça peut vous intéresser évidemment. Merci à vous, Mathieu Cornietti, président d'Impact Partners. C'est terminé, il ne faut pas qu'on soit en retard. Merci à toute l'équipe, merci à notre ami réalisateur, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, évidemment, pour vos réactions sur les réseaux sociaux et votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.